Curieuses et curieux, bonjour. C'est bien beau de vouloir promouvoir la pensée critique et le scepticisme, mais encore faut-il s'accorder sur ce que c'est avant de se demander qu'en faire. Je ne vais pas rentrer dans le jeu d'une définition de ce qu'est l'esprit critique à proprement parler dans cette vidéo, je voulais simplement et modestement vous présenter un truc qui s'appelle la métacognition. Parce que quand on comprend ce que c'est, quel lien ça a avec l'esprit critique, ça permet, en tout cas je pense, de mieux comprendre quel objectif concret on peut espérer atteindre. Le b.a.-ba du sceptique, à mon sens, c'est de mettre l'accent sur penser à comment mieux penser, et non pas, contrairement à ce qu'on observe, comment critiquer une pensée. En tout cas pas en priorité. En gros, c'est être conscient que le pourquoi croire est plus important que le que croire. Et il se trouve que la métacognition, qui est un domaine de recherche on ne peut plus sérieux, c'est l'étude de la réflexion sur sa propre réflexion. En gros, comment on pense et comment on s'approprie des connaissances. C'est un peu épistémologique tout ça. Et oui, c'est un gros cerveauception, c'est penser à ce que le cerveau pense qu'il pense. Et c'est pas évident de faire la distinction avec l'esprit critique, avec qui la métacognition partage moult similitudes. Alors, on mesure quoi exactement avec la métacognition ? Soyez attentifs, parce que contrairement aux définitions un peu floues qu'on accorde parfois à l'esprit critique, dans le cas de la métacognition, c'est plutôt précis. Écoutez bien, on mesure l'écart qu'il y a entre un propos prononcé par une personne, et c'est pas important que le propos soit vrai ou faux, j'insiste, c'est l'écart qu'il y a entre un propos prononcé par une personne et la confiance que la personne a en son propos. D'accord ? Est-ce qu'elle est en excès de confiance ou est-ce qu'elle est en excès de doute ? Donc ce serait par exemple l'écart qu'il y a entre l'affirmation les ovnis existent et à quel point je fais cette déclaration en excès de confiance. Est-ce que j'en ai réellement vu un, j'en ai visité un, et dans ce cas-là je suis pas en excès de confiance, ou est-ce que j'ai vu vaguement une preuve et je suis en excès de confiance ? Franchement, prenez le temps d'y penser quelques secondes parce que moi je trouve ça passionnant. Parce qu'au fond, c'est simplement ça, le problème du manque d'esprit critique. Être trop convaincu d'un truc pour de mauvaises raisons, ou être trop peu réceptif aux bonnes raisons de croire un truc. Le vrai problème, c'est le décalage. C'est pas vraiment le fait d'être dans le vrai ou dans le faux, c'est bien l'excès ou le manque de confiance en notre propre jugement le problème. Et non, je suis pas en train de parler du Dunning-Kruger, celui-là, on en a parlé là. Vous allez voir que les chercheurs ont rivalisé d'ingéniosité quand il a fallu tester tout ça. Je dois vous avouer que je suis souvent admiratif de l'ingéniosité déployée pour mettre au point certains protocoles de recherche. Être suffisamment ingénieux pour inventer une expérience qui va piéger un principe dont on pourra mesurer les effets, et surtout qu'on ne pourra pas interpréter autrement que par l'absence ou l'existence du principe qu'on tente de démontrer. Ça, c'est de la belle science comme je l'aime, comme tout le monde l'aime d'ailleurs. Mais prenons un cas concret qui va faire pleurer dans les chaumières, et je m'en fous, le radicalisme politique. Ouais. L'ennemi dans la métacognition, c'est donc le décalage qu'il y a entre une conviction et les raisons d'y croire. Vous avez une conviction, qu'est-ce qui justifie cette conviction ? Si la justification n'est pas suffisante, il y a un décalage. On peut donc aisément affirmer que le décalage maximum, c'est le dogme. La vérité révélée dont on ne peut douter parce que... Voilà. En gros, c'est une confiance absolue avec les plus mauvaises raisons qui soient d'y croire. Et il se trouve qu'en 2018, le docteur en psychiatrie computationnelle Max Rollwage a conduit une étude visant à mesurer ce lien hypothétique qu'il y aurait entre ce fameux décalage et notre tendance au radicalisme, tout en écartant un maximum d'autres facteurs possibles. Ça, c'est le but d'une bonne expérience. Alors tout de suite, on se demande, est-ce que cela pourrait démontrer qu'il y a un lien de causalité entre certaines compétences psychologiques et des choix politiques ? Ne laissez pas trop vite parler votre biais de confirmation qui exige que tous ceux qui sont dans le camp d'en face sont forcément moins malins que vous. Vous pourriez avoir une grosse surprise. Pour Max Rollwage, comme pour moi en fait, le manque de souplesse intellectuelle globale sur les questions politiques, religieuses, scientifiques sont une vraie menace pour la société. Et oui, c'est ce que je pense aussi. Et donc j'ai dû faire gaffe à mon propre biais de confirmation en lisant ce truc. Il avance aussi, attention Captain Obvious, que l'enracinement des croyances engendre l'incompréhension des gens entre eux. Le radicalisme introduirait une sorte de rejet de l'idée même de consensus. Comme s'il fallait automatiquement être méfiant lorsque beaucoup de gens sont d'accord, et beaucoup moins méfiant lorsqu'il y a beaucoup de désaccords. Alors, je vais pas vous refaire l'épisode sur les biais que sont l'argument de la popularité, etc. Tout ça vous connaissez, on sait bien que c'est pas parce que tout le monde est d'accord qu'une chose est vraie, etc., etc. C'est pas de ça qu'on parle ici. Je le répète, l'idée qui est développée ici, c'est cette espèce de réaction systématique de rejet des idées consensuelles.
ok ? Rien à voir avec l'argument de la popularité. Et moi, je peux pas m'empêcher de me dire qu'on retrouve là cette espèce de spectre de la confiance démesurée que certaines personnes vouent aux médias alternatifs, face aux médias traditionnels. Je vous rappelle que l'un comme l'autre crée des informations, et donc qu'il faut les vérifier. Ça, normalement, c'est la position sceptique. Et si je poussais un petit peu plus loin, je dirais même que ça sent un peu le syndrome David contre Goliath. Donc c'est ce truc qui fait que le plus faible a la faveur des plus crédules par défaut. Oui, je tire à balles réelles alors qu'il n'y a rien de certain, je sais. Bon, on doit se mettre d'accord sur 2-3 trucs avant. La métacognition, ça se mesure avec 3 paramètres. C'est très important parce que ces 3 paramètres permettent d'écarter des biais. Vous allez voir. Et je vais devoir utiliser des mots un peu compliqués parce que c'est comme ça qu'ils ont décidé que ça s'appellerait. Je hais les nomenclatures scientifiques. Et premier paramètre, le biais métacognitif. Alors celui-là, il est tout simple, il s'agit de mesurer l'excès de confiance ou de doute. Et ça, je le rappelle, indépendamment de l'exactitude du propos, qu'il soit vrai ou faux. Donc en gros, c'est à quel point vous êtes, dans la vie de tous les jours, globalement confiant, ou globalement dans le doute. Et je parle pas de la prudence épistémique, le doute des sceptiques. Je parle d'un doute comme le manque de confiance en soi, la trop grande méfiance, la timidité, etc., etc. Et c'est très important, parce qu'on doit pouvoir faire la différence entre quelqu'un qui est surconfiant parce que c'est sa nature, et quelqu'un qui est surconfiant parce que, par exemple, là, pour ce sujet-là, il est vraiment très très sûr de lui dans ce qu'il dit. Il y a donc 2 sources à dissocier dans l'excès de confiance ou de doute. Le caractère de la personne, donc son attitude surconfiante ou surdouteuse, on va appeler ça comme ça, et sa confiance sur le sujet de discussion en cours. Ce qui nous amène au 2e paramètre, la sensibilité métacognitive. Alors ici, on mesure vraiment la pertinence du biais métacognitif par rapport aux propos. Autrement dit, est-ce que vous avez fanfaronné en étant à côté de la plaque, ou est-ce que vous avez fanfaronné parce que vous aviez raison? Ou encore l'inverse, est-ce que vous n'avez pas assez cru en vous, alors que vous aviez raison? Ou est-ce que vous avez refusé d'accepter un propos alors que les raisons qu'on vous présentait étaient suffisantes? Ce paramètre-là, c'est vraiment la mesure de l'écart entre les excès de confiance et de doute, ou le fait de dire vrai ou faux. Le fameux écart dont je parlais au début. Et enfin, le 3e paramètre, je sais c'est chaud mais vous allez les comprendre. Les planètes vont s'aligner tout en un coup, vous allez voir. 3e paramètre donc, l'efficacité métacognitive. Est-ce que vous fanfaronnez, ou est-ce que vous vous dévalorisez, ou est-ce que vous refusez de changer d'avis, différemment selon le thème abordé? Donc pour ceux qui ont bien suivi, c'est la mesure de la variation de la sensibilité métacognitive en fonction du propos. Parce qu'il y en a qui font les malins que quand ils sont dans leur domaine de compétence, alors que d'autres font les malins quel que soit le thème. C'est donc la mesure entre l'excès de confiance ou de doute et le fait de dire vrai ou faux selon le propos. D'accord? On a les 3 machins qui s'emboîtent? Donc, 3 paramètres, 3 dimensions qui s'imbriquent entre elles. Et comme les scientifiques ont utilisé des termes insupportables pour en parler, parce que si je vous en parle avec ces termes-là, vous allez à chaque fois devoir vous rappeler qu'est-ce que je voulais dire encore, et vous allez les mélanger, on va rebaptiser ces 3 paramètres, un petit peu à la truelle, dans cette synthèse. On va dire qu'on parle de l'attitude pour le biais métacognitif, l'excès de confiance ou de doute, indépendamment du fait que le propos soit vrai ou faux. On va dire qu'on parle de pertinence pour la sensibilité métacognitive. Donc là, c'est l'écart entre l'excès de confiance-doute et le fait de dire vrai ou faux. Et on va dire qu'on parle du thème pour l'efficacité métacognitive, c'est-à-dire cette fameuse variation de l'écart entre l'excès de confiance et de doute, le fait de dire vrai ou faux, selon le sujet. Et c'est important de séparer ces 3 trucs, parce que quand on va faire des mesures, il faut savoir auquel des 3 problèmes les mesures sont corrélées. Je parle bien des mesures du radicalisme, dont je vais parler maintenant. Du coup, les scientifiques se sont posé la question qui pique, à quelle dimension de la métacognition le radicalisme est-il associé? Parce que, forcément, si quelqu'un a une moins bonne capacité à marcher, je vais pas lui demander de courir un marathon. Mais quid des comportements radicaux dans ce cas-là? Parce que si le comportement radical est une forme de handicap, comme le fait qu'il pourrait vous manquer une jambe, à quoi correspond le marathon? Il y en a là, ils sont... Les comportements radicaux sont-ils le fruit, le résultat, d'une moins bonne capacité à se remettre en question? Ça va piquer, Parce que, après tout, ce ne sont que des choix politiques sur une ligne qui va de gauche à droite. Ou pas. Oui, je suis bel et bien en train de vous dire que des scientifiques ont tenté de tester s'il était possible de démontrer, scientifiquement, que le radicalisme est le résultat d'une déficience mentale, la capacité à douter de ses certitudes, de façon générale. De là à dire un manque d'esprit critique, il y a qu'un pas en fait, que je ne franchirai cependant pas. Et oui, je suis prudent moi. Enfin j'essaye.
Faites de mon mieux. La bonne science commence toujours par une bonne hypothèse, et une bonne hypothèse, elle se reconnaît pas juste au fait d'être intéressante, elle se reconnaît aussi au fait d'être... testable. Mais on l'a dit plein de fois sur la chaîne déjà. Curieuses et curieux dans l'étude que je vous présente, l'hypothèse testée est que le manque de pertinence, l'écart entre l'excès de doute et le fait de dire vrai ou faux, conduit à une résistance à la remise en question. Alors vous vous demandez sans doute comment on a pu tester tout ça, en invitant les sujets d'étude à analyser des théories du complot complexe, des fake news, en posant d'épaisses et copieuses questions politiques? Absolument pas. Les sujets ont simplement été identifiés politiquement via un questionnaire rédigé soigneusement pour être le moins orienté possible. Et on leur a, et c'est là toute l'ingéniosité du truc, simplement demandé ensuite de dire sur un écran d'ordinateur affichant 2 carrés noirs contenant des points blancs, lequel des 2 carrés contient le plus de points blancs. Tout con. Mais après ça, on leur a demandé de donner un taux de confiance en leur réponse. Il y a un truc qui est particulièrement génial dans l'étude, c'est qu'ils ont d'abord fait passer un test au sujet pour pouvoir évaluer à quel moment le sujet en question, personnifié par personne, avait vraiment du mal à voir lequel des deux avait le plus de points blancs. Donc ils ont fait en sorte que ce soit difficile de la même façon pour tout le monde, même si les carrés contenaient plus ou moins de points blancs selon les sujets. Les mecs sont loin. De toute façon, pour savoir exactement comment ils ont fait, lisez l'étude, dans la description. Intéressant, pas vrai? Imaginez. Et si on découvrait que les gens qui sont en excès de confiance ou de doute sont également ceux qui ont les opinions politiques les plus radicales? Allez, trêve de suspense. Les résultats montrent, un peu sans surprise, que les personnes les plus dogmatiques sont globalement les moins capables de faire la distinction entre leurs décisions correctes et incorrectes. Il en va de même pour l'autoritarisme. Un petit mot rapide sur ce qu'est l'autoritarisme, même si je vous ai mis en description quelques sources pour aller un petit peu creuser le sujet. L'autoritarisme, c'est la force d'adhésion aux autorités et conventions du parti pris du groupe conjointement à l'agressivité qui sera manifestée pour tout ce qui en dévie. Dit plus simplement, c'est à quel point on est fanatique et à quel point on sera agressif envers tout ce qui attaque notre fanatisme ou ne veut pas aller dans le sens de notre fanatisme. Ça vous rappelle Twitter? Moi aussi. Eh bien, comme je l'ai dit, plus on est autoritariste, de gauche comme de droite, et oui mes choupis, plus il y a un écart entre l'excès de confiance et de doute et le fait de dire le vrai ou faux, la pertinence. Et ce, même pour une tâche aussi vide de sens que sélectionner lequel des 2 carrés a le plus de points blancs. Alors pour le reste, je vous laisse juge. Attention cependant, ces études portent sur des groupes, et non pas des individus. Et bien que significatifs, les résultats ont une variabilité plutôt conséquente à prendre en compte. Et dit plus simplement, il ne s'agit pas d'un lien systématique pour un individu, mais plutôt d'une tendance générale. Ce n'est pas obligatoirement parce qu'une personne a une opinion politique radicale qu'elle a un problème d'excès de confiance ou de doute en général. En revanche, elle peut être à peu près certaine que c'est le cas de la majorité des gens du milieu dans lequel elle est, les gens qu'elle fréquente, sans pour autant pouvoir dire quel individu ça concerne. Mais fort heureusement, une attitude dogmatique ne montre aucune corrélation avec la performance. Tous les participants réussissent le test avec le même taux d'échec et de succès, quelle que soit leur orientation politique. D'accord? Là où ça pêche, c'est dans l'évaluation de la confiance. Pas dans le fait de réussir le test. Je trouve ça génial. Et il en va de même pour l'attitude. Et là j'insiste un peu pour que vous compreniez bien ce dernier point. Le radicalisme est effectivement associé à la capacité à reconnaître que ses propres décisions sont correctes ou incorrectes. Mais en aucun cas au fait de manifester en général, dans sa personnalité, un excès de confiance ou de doute. Je le répète en encore plus simple. Non mais parce que c'est précis, même moi quand je le relis je me fais attends, on en est là. Le radicalisme est associé à une moins bonne capacité à reconnaître qu'on s'est gouré, mais pas au fait d'être trop ou trop peu confiant dans la vie de tous les jours. Et en fait la conclusion, elle fait froid dans le dos. Les groupes radicaux, dont on pourrait croire qu'en fait c'est un choix libre sur le spectre politique, sont en réalité les groupes contenant le plus de personnes qui ont le plus de difficultés à se remettre en question. Démerdez-vous avec la démocratie maintenant que vous savez ça, moi je ne suis qu'un YouTuber. Et comme le taux de succès et d'échec était comparable quel que soit le groupe, on peut en conclure que cette déficience ne se passe pas à un niveau qui est cognitif,
mais bien à un niveau qui est métacognitif. La preuve est donc également faite, en tout cas dans cette étude, restons prudents, que les capacités cognitives ne sont pas associées à un choix politique. Oui, il y a bien quelques différences qui ont été observées entre les radicaux de gauche et les radicaux de droite, oui. Mais pour les connaître, tire à lire l'étude. Voilà. Parce que, oui, je suis un youtubeur qui fait de l'autoritarisme quand ça l'arrange. Blague à part. Tout ce que je suis venu vous dire avec ça, sans horizontaliser ni podiumiser, on se calme, c'est que l'extrême gauche et l'extrême droite du spectre politique présentent objectivement des croyances intolérantes et une rigidité comparable. Et pour les plaintes, vous irez vous adresser aux auteurs de l'étude. En tout cas, ce travail regorge d'ingéniosité. Rien que pour les idées géniales de protocoles d'expérience, ça vaut le coup de lire régulièrement des publications scientifiques. Et là, je n'ai fait qu'effleurer l'intelligence de ce protocole, je voulais vachement simplifier en fait. Parce que ces petits sadiques, ils ont été jusqu'à remettre dans un second temps l'image des deux carrés pleins de points après que le sujet ait donné son taux de certitude dans sa réponse. Juste pour voir si l'exposition à la solution, on pourrait dire à une preuve, modifier le taux de confiance que la personne avait en sa réponse initiale. Vous voyez un peu le délire ? Avec ça, on mesure si la personne, face à une possibilité de réviser son jugement, le révise ou pas en fonction de son spectre politique. Je vais vous le redire en plus simple, parce que là, le script y est quand même velu. En montrant à nouveau le carré plein de points, après que le participant ait validé son choix, il lui demande à nouveau s'il confirme son choix, et donc ils peuvent facilement voir qui persiste dans l'erreur, malgré le revisionnage de la solution. Il mesure l'efficacité de l'exposition à une preuve en fonction du placement sur le spectre politique. Et c'est comme ça qu'ils ont pu mesurer la souplesse à réussir à se remettre en question en fonction du choix politique de la personne. Et donc on peut en déduire qu'une difficulté à se remettre en question, quel que soit le sujet, est bel et bien un moteur de la radicalisation en général. Avec tout ce que ça englobe, la Syrie, les pro-Xbox, tout ça quoi. Donc je résume tout en une phrase, avoir du mal à se remettre en question augmente significativement le risque de se radicaliser. Mais je le répète, ça ne dit pas pour autant que les partis pris politiques extrêmes sont constitués exclusivement de personnes qui ont du mal à se remettre en question. Ça dit juste que c'est là qu'on va en trouver le plus et les plus extrêmes. Si vous avez envie de dire que vous le saviez déjà, ce serait un préjugé, et la science, c'est vérifier les préjugés. C'est même presque que ça en fait la science quand on y pense un peu. Ouais, je trouve que le coup des carrés noirs avec des poids blancs pour mesurer à quel point le radicalisme est associé à un problème métacognitif, ça valait bien une petite vidéo, non ? Se remettre en question n'est donc pas un problème de motivation, c'est aussi une question de capacité. Encore une explication sur ce phénomène qui fait que lorsqu'on expose une belle preuve à quelqu'un qui est radicalisé, ça sert à rien en fait. C'est pas efficace. Désespérant ? Pas tant que ça. Parce que si ce qui leur manque, c'est pas la motivation, mais bien une capacité, vous pouvez être d'un grand secours. Vous pouvez prêter votre motivation et votre capacité à une personne en l'accompagnant dans son questionnement, plutôt qu'en la confrontant. Les travaux sur la métacognition nous donnent une piste vraiment solide pour répondre à la question « Comment faire comprendre à quelqu'un qu'il a tort ?» Et ça, curieuses et curieux, c'est le sujet de l'entretien épistémique. Parce que l'entretien épistémique, c'est justement mettre en évidence l'écart qu'a une personne entre les choses qu'elle croit et les justifications associées. C'est surtout un manque de méthode qui fait qu'une personne n'arrive pas à remettre en question ses partis pris. Et cette méthode, vous pouvez simplement la prêter le temps d'un échange paisible. Alors je sais, j'envoie du rêve, mais tout ce qui est trop beau pour être vrai n'est pas forcément faux. Alors je vous invite à poursuivre le sujet en regardant cette conférence que j'ai donnée au REC Toulouse 2022 sur l'entretien épistémique. D'ailleurs, le REC 2023 se tiendra du 22 au 23 avril à Toulouse, à l'espace Diagora. Ne manquez pas l'événement, les liens sont dans la description, c'est bon pour tout ce qu'on se met là-dedans. Maintenant, je vais parler un peu plus en mon nom, de façon personnelle. Curieux et curieux, ça faisait longtemps que j'avais envie de vous dire que je trouve ça toujours très dommage quand je vois des sceptiques faire passer leur orientation politique très engagés, très à gauche ou très à droite, qu'ils ont tout à fait le droit d'avoir, mais le faire passer devant l'esprit critique. J'observe, de mon côté, dans ma bulle de filtre, que certains courants politiques exigent une intolérance totale envers certains esprits. Vous vous rappelez ce que j'ai dit ? L'autoritarisme ? Je connais certains sceptiques qui priorisent tellement leur idéologie politique qu'ils ne tolèrent pas la diversité d'opinions au sein de la communauté sceptique. Mais à un point extrême, c'est-à-dire qu'ils n'en tolèrent pas la moindre présence. Ils veulent une communauté sceptique pure. Une communauté sceptique qui ne contient que leur idéologie politique. Je ne comprends pas, personnellement, comment on peut se revendiquer de la communauté sceptique et ne pas tolérer la diversité d'opinions.
Le scepticisme est comme la science. Il n'est ni de gauche ni de droite. Il n'est pas question, en fait, de tolérer ou de ne pas tolérer des opinions politiques. C'est un autre combat, ça, que le scepticisme. Alors je sais, aux extrêmes, vous vous dites que l'extrême d'en face est intolérable. Ce que je vous dis là, c'est que c'est pas le sujet. C'est pas le sujet du scepticisme. Même si tel courant est plus apte à produire des fake news, même si blablabla. Je sais, j'ai entendu ces arguments. Mais ils m'ont pas convaincu. Ah, je sens que les radicaux vont nous faire une belle démonstration de tout ce que je dis dans la vidéo dans les commentaires. Alors, faites-vous plaisir, hein, c'est bon pour le référencement. C'est ma tournée. Curieuses et curieux, prenez soin de la méthode avec laquelle vous mettez des choses là-dedans. Et on se revoit très vite pour une vidéo très importante. Peut-être la vidéo la plus importante de la chaîne depuis son début. Merci à toutes et à tous.